Du réchauffement aux élections. Bonjour à vous, je m'appelle René Terrien, je suis professeur de chimie au Cégep de Sorel-Tracy. Un peu comme vous, j'ai entendu parler du réchauffement climatique. Ces derniers temps, j'ai décidé d'approfondir un peu la question et mes conclusions sont vraiment intéressantes. Elles partent évidemment du réchauffement jusqu'aux élections. J'ai séparé la présentation en trois parties. La première, les preuves du réchauffement climatique. La deuxième, les conséquences du réchauffement climatique. Et la troisième, les solutions qu'on peut apporter au réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, voici la partie 1, les preuves du réchauffement climatique. Depuis 10 000 ans, la température de la planète est très stable. Elle ne varie pas plus de 1 degré Celsius. D'ailleurs, ça a permis aux civilisations comme l'Égypte de s'installer en faisant de l'agriculture. Sauf que depuis 1850, depuis la révolution industrielle, la planète Terre a gagné 1 degré Celsius, ce qui est immense par rapport à la variation habituelle. Et c'est encore plus marqué depuis 1970. La tendance est indéniable. Certaines années sont plus chaudes ou plus froides que d'autres, mais la moyenne est là. La planète se réchauffe. Et cela se fait dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. L'Amérique du Nord se réchauffe, l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Afrique et l'Amérique du Sud aussi. Si ça avait été l'hémisphère nord qui se réchauffe au détriment de l'hémisphère sud, on aurait pu attribuer cette élévation de la température à cause de l'inclinaison de la Terre. Or, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ce n'est pas juste les surfaces émergées qui se réchauffent, mais les océans aussi. Depuis 1970, c'est très clair, les océans se réchauffent. Mais il y a des moyens plus fiables que la température, curieusement, pour pouvoir mesurer la quantité d'énergie qui est accumulée à l'intérieur des océans. C'est de mesurer le niveau de la mer. Depuis 1870, le niveau de la mer n'a de cesse d'augmenter. Et ça ne peut pas s'expliquer seulement par la fonte des glaciers. On a calculé la quantité d'eau qu'il y avait à l'intérieur, ça permet d'expliquer à peu près 40% de cette élévation-là. Le reste de l'élévation du niveau de la mer est causé à cause de la dilatation thermique de l'eau. Donc, les océans se réchauffent aussi. Donc, si on résume, les continents, tous les continents de la planète sont en train de se réchauffer, les océans aussi, toute la planète en ce moment se réchauffe. Il existe 3 preuves qui permettent de démontrer qu'il y a un effet de serre sur Terre. La première est intéressante. C'est de prendre la mesure de la température au-dessus des gaz à effet de serre et de la comparer à la température en dessous des gaz à effet de serre. Si c'est seulement qu'en dessous des gaz à effet de serre que ça se réchauffe, on se doute que c'est un réchauffement dû à un effet de serre. Mais regardez ceci. On a pris la température grâce à des ballons sondes d'abord et ensuite avec des satellites de 1960 jusqu'à 2000 de la basse stratosphère, au-dessus des gaz à effet de serre. Et depuis 1960, la température diminue. C'est normal. L'activité solaire, selon nos mesures, en ce moment est en train de diminuer. Donc, ça réchauffe moins la basse stratosphère. Mais pendant ce temps-là, en dessous, la température est en train de se réchauffer. Pas juste dans le milieu de la troposphère, dans la basse troposphère aussi et à la surface. Regardez ça. Les gaz à effet de serre ici sont au-dessus des gaz à effet de serre, ça se refroidit. En dessous des gaz à effet de serre, ça se réchauffe. C'est la première preuve qui démontre qu'il y a bel et bien un effet de serre. Vous devez vous demander quels sont ces pics-là. Pourquoi ça s'est réchauffé au-dessus des nuages, au-dessus des gaz à effet de serre autant? C'est parce qu'à ces années-là, il y a eu d'immenses activités volcaniques qui ont créé énormément de nuages tout autour de la planète. Ces nuages-là ont fait réfléchir la lumière et ça a réchauffé ces couches-là de l'atmosphère. Donc tout va bien, c'est normal. Ça, c'est la première preuve qu'il y a un effet de serre. La deuxième preuve qui permet de démontrer noir sur blanc qu'il y a bel et bien un effet de serre est aussi intéressante. C'est de comparer la température des nuits par rapport à la température des jours. Les nuits sont supposées être fraîches lorsqu'il n'y a pas de gaz à effet de serre. Toute l'énergie qui a été accumulée sur Terre s'échappe sous forme d'infrarouge et se libère dans l'espace lorsqu'il n'y a pas d'effet de serre. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'effets de serre, ces infrarouges-là qui tentent de sortir la nuit sont réfléchis par l'effet de serre et restent sur Terre. Pendant qu'il y a des effets... S'il y a un effet de serre, les nuits se réchauffent. Alors que s'il n'y a pas d'effet de serre, les nuits ne se réchauffent pas tant que ça. Mais comparons la fréquence des journées, des nuits particulièrement chaudes par rapport à la fréquence des jours particulièrement chauds depuis 1950.
par rapport à la moyenne. Depuis 1950, les nuits sont de plus en plus chaudes. La fréquence des nuits sont de plus en plus chaudes à chaque année. Et ça, jusqu'à date, c'est normal, il y a un réchauffement. Les jours aussi, d'ailleurs, la fréquence des jours chauds est de plus en plus élevée. Par contre, si on compare les jours avec les nuits sont en train de se réchauffer davantage que les jours. Ça s'explique donc par un effet de serre. Si ça avait été similaire, il n'y aurait pas eu de gaz à effet de serre qui retiendrait l'énergie des infrarouges pendant la nuit. Donc, c'est la deuxième preuve qu'il y a un effet de serre. La troisième preuve qu'il y a un effet de serre en ce moment sur Terre est celle qui est privilégiée par le GIEC, le groupe qui étudie en ce moment les changements climatiques, nommé par l'ONU. Ça s'appelle le forçage radiatif. Imaginez, on calcule la quantité d'infrarouges qui réussit à sortir des gaz à effet de serre grâce à des satellites qui les captent. Et sur Terre, on capte la quantité d'infrarouges qui sont coincés, qui sont forcés d'être réfléchis par les gaz à effet de serre par nos capteurs. Et on compare la quantité d'énergie qui réussit à s'échapper dans l'espace par rapport à la quantité d'infrarouges qui reste coincés, capturés par les gaz à effet de serre. On appelle ça le forçage radiatif. Malheureusement, depuis 1970, le forçage radiatif augmente constamment, quasiment. Alors qu'il était relativement constant, il augmentait un peu depuis 1880. Vous devez vous poser au moins deux questions si vous êtes comme moi. Qui a envoyé des tabarnouches de satellites en 1880? Personne, heureusement, parce que la géopolitique aujourd'hui serait totalement différente. Non, en fait, ces données-là ici, ce sont des données mesurées. Mais à partir de ces données-là, certains experts ont réussi à établir des modèles pour évaluer quel était le forçage radiatif dans ces années-là. Deuxième question que vous devez vous poser, c'est quels sont ces pics-là? Pourquoi le forçage radiatif a tellement chuté pendant cette époque-là? Bien, ces pics-là doivent vous faire penser aux pics que vous avez vus précédemment. Ceux-ci, ça correspond d'ailleurs exactement aux mêmes dates. Ce sont des volcans qui sont entrés en éruption, qui ont amené énormément de nuages sur Terre, et ça a faussé le forçage radiatif. Ça a modifié le forçage radiatif dans ces années-là. Récapitulons. En ce moment, la haute atmosphère au-dessus des gaz à effet de serre se réchauffe contrairement aux couches inférieures. En plus, ces gaz à effet de serre-là réchauffent davantage les nuits que les jours. Et finalement, il y a de moins en moins d'énergie qui s'échappe de l'atmosphère. Ce sont les trois preuves les plus solides que je connaisse qu'il y a en ce moment un effet de serre. Il y a moyen d'incriminer quelles sont les molécules qui causent cet effet de serre-là. On utilise un appareil qui est très similaire à celui qu'on utilise dans les laboratoires de chimie, un spectromètre à infrarouge. Grâce à celui-ci, on est capable de retrouver la signature des molécules dans une solution ou même dans l'air et de savoir quelles sont les molécules qui sont à l'intérieur de cet échantillon-là. On peut capter un appareil similaire à un spectromètre infrarouge et de mesurer la longueur d'onde des molécules qui nous réfléchissent ces infrarouges-là, qui causent l'effet de serre en bout de ligne. On sait que si le nombre d'ondes de ces rayons infrarouges-là est entre 600 et 800, on sait que c'est du CO2. C'est sa signature. Le CO2 n'interagit qu'avec ces longueurs d'onde-là, ces nombres d'ondes-là. Si c'est à 2000 qu'on capte de l'infrarouge, on sait que c'est le monoxyde de carbone qui a réfléchi les infrarouges. Et ainsi de suite. Si c'est du méthane, ça va être entre 1200 et 1400. Si c'est de l'ozone, ça va être aux alentours de 1000. Si c'est de l'oxyde de diazote, ça va être un peu en bas de 1200. Finalement, on peut même repérer la quantité de CFC qu'il y a dans l'air. Donc, si on prend un instrument, aujourd'hui, au Québec, en hiver, et qu'on le pointe vers les gaz à effet de serre, et qu'on capte les infrarouges qui reviennent, eh bien, la signature de chacun de ces infrarouges-là nous donne ceci. La majorité des infrarouges qui nous reviennent sont des infrarouges qui ont été réfléchis par des molécules de CO2. Aussi, dans une moindre part, du méthane et de l'oxyde de diazote, et aussi notre ozone. Et ce CO2-là, c'est tout récemment qu'on l'a vu apparaître. Regardez, depuis 10 000 ans, la concentration de CO2 qui a varié, qui a augmenté, mais que depuis 1800, elle a commencé à augmenter significativement. Depuis 1970, il y a eu une accélération
de l'augmentation de la concentration du CO2 dans l'air. C'est tout récent. Et en plus, on connaît, selon la concentration du CO2, le forçage radiatif que le CO2 est capable de faire. C'est tout récent que le forçage radiatif, que le CO2 fait du forçage radiatif. Autrefois, ça tournait autour de zéro. Donc, ce que vous avez vu ici, c'est tout récent. Puis malheureusement, il n'y a pas juste le CO2 qui est nouveau. Le méthane vient de monter en flèche et l'oxyde nitreux ou l'oxyde de diazote vient d'augmenter en flèche. Donc c'est tout récent qu'on a retrouvé ces gaz qui créent cet effet de serre-là, que ce soit le CO2, le CH4, le méthane et l'oxyde de diazote. Donc le CO2 cause majoritairement l'effet de serre en ce moment. Vous devez vous en douter. Le CO2 qui est en train de générer cet effet de serre-là provient de l'activité humaine. C'est normal, ça corrèle parfaitement avec le fait qu'on émet de plus en plus de CO2 année après année. Puis pas juste du CO2, des gaz à effet de serre en général. Vous voyez en rouge ici, ce sont le CO2 qui provient des combustibles fossiles. Vous voyez ici le CO2 qui provient malheureusement de la déforestation, le CH4, le méthane qui provient surtout de l'élevage, et l'oxyde de diazote qui provient de notre agriculture. Il y a moyen de démontrer avec une grande précision que le CO2 de nos combustibles fossiles est celui qui est en train de générer cette grande majorité du réchauffement climatique, là, de l'effet de serre qu'on est en train de vivre en ce moment. Gardez en tête que les combustibles fossiles, ce sont d'anciennes forêts qui se sont décomposées en dessous de la Terre depuis des milliers d'années. Pour arriver à identifier ce CO2-là avec autant de précision que le CO2 qui est en train de créer l'effet de serre est celui qui provient de nos combustibles fossiles, il faut étudier les isotopes du carbone qui sont à l'intérieur du CO2. Il y a le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. En étudiant le carbone 13 par rapport au carbone 12, on est capable de démontrer que le CO2 qui est en train de causer l'effet de serre provient d'anciens organismes vivants. Alors qu'en étudiant le carbone 14 par rapport au carbone 12, on est capable de démontrer que ces êtres vivants-là sont morts depuis des lustres. Suivez-moi. Le ratio de carbone 13 sur le carbone 12 partout dans l'annuaire est toujours le même, sauf dans le vivant. Les organismes photosynthétiques captent le carbone pour en faire du sucre et ensuite est rentré dans la chaîne alimentaire. Sauf que les enzymes de ces organismes photosynthétiques-là captent préférentiellement le carbone 12 par rapport au carbone 13, tout simplement parce qu'il est plus petit, il rentre plus facilement dans ces enzymes. Dans les êtres vivants, il y a davantage de carbone 12 que de carbone 13 par rapport à toutes les autres choses qu'on peut trouver dans l'univers. Si on suit la concentration de carbone 13 dans l'air depuis 1800, elle chute à partir de 1950 d'une façon drastique. Ça veut dire que la quantité de CO2, le CO2 qui est émis en ce moment dans l'air contient très très peu de carbone 13. On est en train de le diluer. Ce qui veut dire que le CO2 qui est en train de peupler l'atmosphère est pauvre en carbone 13. Ça provient donc d'anciens êtres vivants. La deuxième étude qu'on peut faire sur les isotopes du CO2, c'est à propos du carbone 14. Et vous le connaissez, ce carbone 14-là. C'est celui qu'on utilise pour faire la datation au carbone 14, pour pouvoir dater l'âge des fossiles qu'on retrouve sous terre. Le carbone 14, contrairement au carbone 12 et au carbone 13, il est radioactif. Il se décompose, se dégrade avec le temps. Alors, lorsqu'un dinosaure meurt et est enfoui sous terre, malgré lui, la quantité de carbone 14 diminue avec le temps. Lorsqu'on le sort de sous terre, on peut calculer la quantité de carbone 14 à l'intérieur de lui et on est capable de calculer aussi l'âge de ce fossile-là. Le carbone 14 dans l'air, lui, est régénéré tranquillement, pas vite, mais constamment par les rayons cosmiques. Par contre, aux surprises, depuis 1800, la quantité de carbone 14 diminue dans l'air. Ça, c'est à cause que le CO2 qu'on est en train de projeter dans l'air depuis la révolution industrielle a très très peu de carbone 14. Nous sommes en train de diluer le carbone 14 dans l'air. Ça veut dire que le CO2 là qu'on est en train d'envoyer
Bon, d'abord, on a démontré que ça provenait d'un être vivant, mais qu'il est très, très vieux pour qu'il y ait si peu de carbone 14. La chute est encore plus drastique que le carbone 13. Donc, on vient de démontrer que ça provient de très vieux organismes vivants, les combustibles fossiles. C'est donc notre pétrole qui est en train de générer tout cet effet de serre-là. Mais avant de continuer plus loin, je pense que vous avez au moins deux questions, encore une fois. Qui mesurait la quantité de carbone 14 ou la quantité de carbone 13 en 1800? Les arbres et les coraux ont pris note pour nous de la quantité de carbone 13 et 14 qu'il y avait à cette époque-là. Un arbre âgé de 200 ans a dans ses cercles de croissance le carbone qui a été capté à chacune de ces années-là. Alors on peut sortir une carotte de ces arbres-là et calculer la quantité de carbone 14 qu'il y avait à ces époques-là. Même chose pour les coraux. Deuxième surprise, qu'est-ce qui s'est passé en 1950? Bien, on a commencé à faire des tests atomiques assez puissants, merci, dans l'atmosphère. Et ça a généré des tonnes et des tonnes de carbone 14. Donc, à partir de 1950, à mon avis, les études sur le carbone 14 dans l'air sont pas mal faussées. Cependant, heureusement qu'on a des arbres qui nous permettent de démontrer qu'en effet, il y a bel et bien eu une chute de carbone 14 et d'incriminer nos combustibles fossiles à ce réchauffement climatique-là, à cet effet de serre-là. Résumons, il y a de plus en plus de CO2 dans l'air. Ça corrèle avec notre quantité de CO2 qu'on émet aussi dans l'air. Mais à cause que ce niveau CO2-là contient très peu de carbone 13, on sait que ça provient de matières vivantes, de matières organiques, ou anciennement vivantes. Et comme elle contient très très peu de carbone 14, on sait que ça provient de sources souterraines très âgées. Ça incrimine directement le CO2, excusez-moi, ça incrimine directement les combustibles fossiles. Donc, la Terre se réchauffe. Pas juste les continents, les océans aussi. Il y a un effet de serre qui est en train de s'accentuer en mesurant le forçage radiatif, en mesurant la température des nuits et en comparant la température au-dessus et en dessous des gaz à effet de serre. Et en plus, on sait que c'est causé d'abord et avant tout par le CO2, mais aussi en moins grande mesure par le méthane et l'oxyde de diazote, grâce justement à la signature infrarouge de ces molécules-là. Et finalement, on est capable de déterminer avec précision que le CO2 vient des combustibles fossiles. Bref, l'humain cause un réchauffement climatique.